Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de la France et de l'Union européenne dans le monde, comment elles ont des liens l'une avec l'autre, comment elles sont finalement interdépendantes désormais, et surtout quelle est leur influence, leur rayonnement sur l'ensemble du monde. Il faut imaginer que l'Union européenne, ce n'est pas encore l'Europe. Il y a des pays qui en sont membres, d'autres qui ne le sont pas encore, et qui ne le seront peut-être jamais pour certains d'entre eux. Malgré tout, c'est un système, une organisation qui fonctionne depuis finalement l'existence de la CEE, même si depuis 1992, cette CEE est devenue l'Union européenne. Elle est toujours en construction, elle est toujours en transformation, et malgré tout, c'est quelque chose qui fonctionne encore relativement bien. Par contre, il ne faut pas imaginer un ensemble homogène, global. Il faut bien partir du principe que cette Union européenne et la France qui en est membre sont finalement des espaces avec des individualités, des points communs, mais aussi des différences. Nous allons essayer finalement de voir quels sont les points forts et les points faibles de cette institution. Dans un premier temps, nous allons essayer de voir finalement le poids de l'Union européenne et le poids de la France dans l'ensemble du monde, en essayant de voir finalement comment l'Union est devenue un territoire d'appartenance et surtout un élément, un caractère de référence, de réflexion pour les Européens. Si on commence dans un premier temps, il faut imaginer que cette Union européenne, c'est un territoire qui se construit. Nous sommes actuellement 27, puisque le Royaume-Uni a quitté cette année l'Union européenne, et ces pays ne sont pas tous arrivés en même temps. Nous, si vous vous souvenez bien, en 1992, nous n'étions encore que 12. Petit à petit, des pays ont demandé à intégrer l'Union européenne, soit parce qu'ils voulaient profiter de ce système pour se moderniser, pour se développer, soit pour se rapprocher de certains de leurs alliés, ou, le cas des anciens pays des blocs soviétiques, tout simplement pour rejoindre l'économie de marché et rejoindre un système qui fonctionnait relativement bien à proximité d'eux. Tous ces pays, finalement, font qu'on a un territoire assez vaste, qui est présent finalement sur tous les continents au travers des régions périphériques, qui est présent sur tous les océans avec les ZEE, qui sont finalement extrêmement importantes pour cette Union européenne. Au total, elle regroupe environ 500 millions d'habitants, et économiquement, elle est juste devant les États-Unis d'un point de vue de puissance économique globale. C'est un territoire vaste, c'est un territoire riche, qui est très divers dans ses paysages, dans les ressources qu'elle peut offrir, mais aussi dans les peuplements qu'elle peut avoir. Donc automatiquement, ça va créer une direction d'unifier tous ces États, même si nous sommes dans une union qui, pour l'instant, ne cherche pas à unifier totalement ces États sous une forme unique. On reste encore très fédéral, avec finalement des États qui prennent leurs décisions, qui ont encore leur capitale, qui ont leur gouvernement, mais qui acceptent de coopérer au sein de l'Union européenne. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Pour adhérer à cette Union européenne, il faut répondre à un certain nombre de critères financiers, économiques, mais aussi à des valeurs démocratiques. Il faut accepter finalement de participer à des idéaux démocratiques, de développement, de paix, et on garde finalement les anciennes valeurs des fondateurs. On va chercher aussi à diffuser le modèle européen au sein des pays membres et même avec les pays voisins pour faire un rayonnement et attirer de plus en plus finalement de signataires. Les institutions sont à différentes échelles, sont dans différents pays pour montrer que chaque pays peut avoir une importance. On va avoir des institutions au Luxembourg, en Belgique, en France, puisque ce sont dans les pays fondateurs, en Allemagne aussi, et petit à petit, un certain nombre d'institutions peuvent être diffusées dans d'autres régions. Et on va intégrer toutes ces régions d'une manière ou d'une autre. Cette Union européenne, elle va se décortiquer à un certain nombre de niveaux, puisque tout simplement, c'est un espace qui cumule, comme différentes strates, différentes ouvertures sur le monde. Il va y avoir notamment les pays qui seront membres de la zone euro, qui ont l'euro comme monnaie commune. D'autres ne le sont pas encore. Il va y avoir l'espace Schengen, sur lequel je reviendrai un tout petit peu plus tard, qui intègre une grande partie des membres de l'Union européenne, mais aussi des pays qui n'en font pas partie. L'adhésion, elle est généralement faite avec l'aval des populations, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont refusé de rejoindre l'Union européenne, notamment la Suisse et la Norvège, qui ne trouvaient pas l'intérêt finalement d'intégrer cette association de pays. Les institutions, elles favorisent une coopération la plus grande possible entre les États, puisqu'ils doivent pouvoir discuter au sein des commissions,
au sein d'un Parlement européen, mais aussi pour que tous les gouvernements, tous les ministres concernés selon les tâches, puissent se réunir pour travailler ensemble. Les conditions d'adhésion restent strictes, et pourtant, elles restent une zone qui attire énormément de candidatures d'État, notamment dans l'ex-Yougoslavie, excusez-moi, ou dans les anciens pays de l'Est. Ça peut parfois créer des tensions. L'Ukraine, par exemple, essaie de se rapprocher de cette Union européenne, ce qui déplaît fortement à la Russie, ce qui est une zone finalement de tension entre la Russie et l'Union européenne, c'est l'Ukraine, savoir vers qui elle doit se rapprocher, et ça peut entraîner parfois un certain nombre de bras de fer entre les différents États. Certains États vont à l'inverse vouloir quitter cette union. C'est ce qui s'est passé avec le Brexit des Anglais, qui était une situation longue, assez périlleuse, et qui a été tellement pesante que, au final, sur la fin de la période, quand le Brexit a enfin effectivement été mis en place, la population anglaise, qu'elle soit brexiteur ou anti-brexiteur, ils voulaient juste que la situation se termine. Ils en avaient marre, finalement, de voir aux médias, de voir le jeu politique qui n'allait dans aucun sens. Donc cette union, elle laisse finalement encore une place aux différents États et elle permet de constituer un ensemble qui est toujours évolutif. Avoir un tel ensemble, ça implique un certain nombre d'aménagements. Ça implique aussi une préparation, une transformation finalement pour que chaque individu, chaque institution puisse intégrer petit à petit l'Union européenne. Vous, quand vous aurez finalement votre passeport, ce passeport sera pour vous en fonction du pays dont vous êtes originaire, mais aussi en tant que citoyen européen. Simplement, vous dire que vous êtes citoyen européen, c'est pas inné, c'est pas quelque chose qui va apparaître par magie. C'est pour ça que l'espace Schengen a été mis en place. Cet espace Schengen, en 1995, il avait pour but de permettre aux produits, aux capitaux, aux transports, finalement, de se déplacer dans l'ensemble de l'Union européenne, mais aussi aux individus. C'est quelque chose qui est essentiel pour que chaque membre de l'Union puisse, quand il le souhaite, aller dans un autre membre de l'Union. Ça évolue avec le temps, ça a pu avoir des incidences sociales, économiques, politiques. L'exemple typique, si vous êtes membre de l'Union européenne et que vous vivez dans un autre pays que le vôtre, vous avez malgré tout le droit de participer aux élections municipales de la ville où vous vivez, puisque si ça fait 15 ans que vous vivez à Lisbonne ou à Berlin, vous êtes plus concentré et plus intéressé finalement sur la vie politique de votre ville de résidence que sur celle de Londres où vous seriez né. Ça, c'est quelque chose qui est relativement important, mais qui doit donc se construire. Cet espace Schengen, il a permis aussi finalement une évolution très forte d'un certain nombre de régions. Ces régions qu'on appelle les régions transfrontalières, celles qui sont finalement en contact entre deux États. Ça peut être avec des États membres de l'Union, le Luxembourg et la France, la Belgique et la France. Ça peut aussi être avec des membres hors de l'Union européenne, mais dans le Schengen. C'est le cas par exemple en Haute-Savoie par rapport à la population genevoise. Tout ça, ça permet de dynamiser des régions, de créer aussi finalement des associations entre deux pays qui sont voisins, entre des municipalités, entre des corps professionnels, etc. Ça peut être extrêmement important et ça va renforcer petit à petit l'adhésion à une Europe puisque chacun en tire parti. De la même manière, on a pu développer un certain nombre d'accords qui seront transfrontaliers aussi. Si plus tard vous décidez de participer au projet Erasmus, ça vous permettra d'aller suivre un cursus pour une période donnée dans un autre pays de l'Union européenne et votre diplôme sera valide partout dans l'Union. Vous pourrez donc découvrir une autre culture, vous pourrez largement en profiter, ça c'est plutôt pas mal, mais surtout ça doit permettre de renforcer votre sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très très important. On n'a pas de langue commune dans l'Union, même si l'anglais reste une langue très importante, le français une langue diplomatique, mais malgré tout, chaque pays continue à parler sa propre langue. Ça explique pourquoi il y a aussi autant de traducteurs au Parlement européen. Chaque pays a sa propre culture, et malgré tout, il faut apprendre à vivre ensemble. Pendant longtemps, on a essayé de mettre en place l'idée que le terreau de l'Union européenne, c'était le fait que c'était tout un tas de pays chrétiens. Ça marche de moins en moins, puisque les minorités d'autres religions sont de plus en plus fortes. Que des pays à majorité musulmane peuvent demander à adhérer à l'Union européenne. C'est le cas de l'Albanie, c'est le cas de la Turquie par exemple. On a construit aussi finalement maintenant
l'idée que cette Union européenne, elle repose sur un terreau de développement et de paix, puisque finalement, hors Yougoslavie, qui était hors de l'Union européenne, il n'y a pas eu de guerre à proprement parler entre les membres de l'Union depuis, finalement, sa fondation en tant que CE et Union européenne. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui permet à chacun de travailler conjointement, de se comprendre et de vivre ensemble. Cette idée de l'altérité, du vivre ensemble et du rapport à l'autre que les Européens doivent avoir est quelque chose d'extrêmement important, même si parfois il peut y avoir un certain nombre de difficultés. Certaines régions sont beaucoup plus riches que d'autres, certaines sont plus développées même à l'intérieur d'un même État, donc l'Union a pour mission d'assurer le développement et le bonheur, entre guillemets, de chaque région. Ça peut se faire avec des groupes comme le FEDER, qui a pour mission finalement d'aider au développement des différentes régions de l'Union. Ça peut passer par le développement de voies de communication, notamment les lignes à grande vitesse. Ça peut passer par tout un tas de projets. À Clermont-Ferrand, par exemple, ce FEDER a contribué à financer la mise en place d'un tramway. Au Portugal, ça a permis aussi de renforcer les infrastructures des principales villes et des ponts notamment. Donc ça peut avoir un rôle essentiel. Ce FEDER, il essaye petit à petit d'intégrer les pays les plus à la traîne pour leur permettre finalement de se développer le mieux possible. Lors de leur intégration, par exemple, les Irlandais étaient considérés comme l'un des pays les plus pauvres de l'Union, alors qu'actuellement, c'est considéré pratiquement comme un petit Eldorado, ça attire beaucoup de gens, notamment pour ceux qui travaillent dans le domaine informatique. Ça ne marche pas forcément aussi bien partout, pas au même rythme, mais ça mérite au moins d'aider au développement de chacun. Ce FEDER, il doit permettre de gérer des grands projets européens, des projets communs, et d'assurer une entente entre les infrastructures, une entente économique, et une entente finalement sociale entre les États. Le but, c'est de gommer petit à petit les disparités, notamment au niveau des salaires, au niveau des modes de vie et des trains de vie. Permettre finalement à chacun de vivre relativement heureux au sein de cette Union européenne. Pour ça, ça passe par un énorme travail des gouvernements, mais aussi des commissions. C'est là qu'il peut y avoir parfois des difficultés, puisqu'on a l'amorce de sentiments eurosceptiques, de ceux qui pensent que l'Union européenne ne remplit pas sa fonction, ne permet pas à chacun de se développer. Ça va être aussi, par exemple, le développement d'idées de brexiteurs, de frexiteurs, de tous ceux qui voudraient carrément quitter l'Union européenne, de ceux qui vont finalement systématiquement chercher les éléments qui ne fonctionnent pas au sein de l'Europe, sans voir ce qui peut être positif. Ça peut être le développement aussi d'une forme d'abstention lors des scrutins européens, ou un refus de certains États de plier à certaines mesures européennes, puisqu'actuellement, on fonctionne avec une unanimité. Si un seul pays s'oppose à une règle, automatiquement, ça ne passe pas. Avec des pays qui sont volontairement eurosceptiques ou qui peuvent avoir des politiques parfois un petit peu différentes, comme le cas de la Hongrie, de la Pologne actuellement, ça peut poser un gros nombre de soucis. C'est le cas, par exemple, en Pologne, avec la volonté de gommer certains droits des femmes, de gommer certains droits des LGBT, et le reste de l'Union européenne a du mal finalement à se trouver un terreau commun, une décision commune pour imposer à la Pologne finalement sa vision des choses. La politique au niveau migratoire montre bien qu'il peut y avoir encore aussi de grandes différences entre les États. Tant qu'on n'aura pas une majorité pour pouvoir prendre les décisions, tant que finalement de nouvelles règles plus modernes, adaptées au grand nombre que nous sommes, ne sont pas prises en compte, c'est vrai qu'il y aura des différences. Si maintenant on travaille au niveau des régions, on se rend compte qu'on pourrait construire une entité pleine de contrastes et pleine d'inégalités et de différences, qui tendent petit à petit à se résorber, mais qui sont encore malheureusement extrêmement présentes. Et c'est ce que nous allons voir dans notre prochain cours en construisant un schéma. Malgré tout, un croquis, pardon. Je vais commencer à vous expliquer un petit peu comment on va le mettre en place. Cette Union européenne, finalement, il faut imaginer que pendant longtemps, les pays de l'Ouest, les pays occidentaux, étaient les plus importants. C'était les pays fondateurs. Ce sont les plus riches, avec la présence notamment de la France, de la RFA qui est devenue l'Allemagne par la suite, de l'Italie, qui sont finalement des pays qui peuvent traîner, tirer, assurer finalement cette Union européenne, avec des pays plus petits, mais qui sont pourtant riches économiquement. C'était le cas du Luxembourg, c'est le cas des Pays-Bas ou de la Belgique. Et puis, petit à petit, on a rajouté aussi des locomotives qui tirent l'Europe, comme le Royaume-Uni.
Il faut se rappeler que cette Europe, elle est centrée autour de la dorsale européenne, cette mégalopole qui va finalement, entre guillemets, de Londres jusqu'à Florence, qui est finalement une zone extrêmement riche, extrêmement dynamique, d'un point de vue économique, financier et social en Europe, et même dans le monde. Autour de cette zone, petit à petit, les régions perdent un peu de leur influence, mais restent extrêmement puissantes. Il faut par contre imaginer qu'on pourrait quadriller cette Union européenne, en opposant d'une part les pays du Nord plus riches, plus développés, plus modernes, et les pays du Sud, ce qu'on pourrait dire les pays méditerranéens, qui ont plus de difficultés, qui ont connu un certain nombre de crises migratoires, de crises économiques, et qui font qu'elles ont encore un certain retard par rapport à ces pays du Nord. De la même manière, il faut opposer d'un côté les pays de l'ouest de l'Europe, qui sont ces pays anciennement intégrés, qui sont riches, qui sont développés, aux pays de l'est de l'Europe, qui sont finalement les anciens membres du bloc de l'Est, qui ont dû passer d'une économie communiste dans les années 90-2000 à une économie capitaliste avec beaucoup de retard, avec beaucoup de difficultés, avec parfois des régions qui ont un mode de vie qui est encore digne de ce qu'on avait au XIXe siècle. Et pourtant, il faut petit à petit les entraîner avec nous. Il y a beaucoup d'aides qui ont été faites vis-à-vis de ces nouveaux pays. Malgré tout, il faut être très honnête, même s'ils commencent à rattraper leur retard d'un point de vue finalement institutionnel, d'un point de vue organisationnel, leur économie reste encore à la traîne, même si elle est très dynamique, tout bêtement parce que l'argent qu'on place chez eux, souvent c'est lié à des accords qui nous font profiter, nous les pays de l'Ouest. Malgré tout, on a une émergence de ces pays de l'Est de l'Europe qui ont beaucoup de revendications, qui sont peuplés, et donc qui ont un poids de plus en plus important au sein de l'Union. Ça fait craindre aux pays de l'Ouest finalement de devenir eux-mêmes des satellites petit à petit. Donc on a besoin de rééquilibrer nos différents États avec des moyens de transport efficaces, avec une communication qui est sereine, qui est très efficace, pour être sûr que finalement tout cela puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Le FEDER et les différentes autres institutions qui peuvent fonctionner là-dessus, on pourrait citer la PAC, on pourrait citer tout un tas de choses, doivent permettre finalement à tous les membres et à l'intérieur des pays membres, à tous les citoyens, finalement de progresser dans les meilleures conditions possibles. C'est pas encore forcément gagné pour l'instant, et malgré tout, c'est un combat qui est extrêmement nécessaire, qui est extrêmement important, pour assurer à ces Européens que finalement l'Union européenne leur apporte quelque chose, pour lutter à nouveau contre ce sentiment d'euroscepticisme. On va avoir le FEADER, qui lui va aider à développer les régions plutôt rurales, les régions plutôt périphériques, qui va renforcer le FEDER. On va avoir aussi la FSE, le Fonds social européen, qui ont un rôle pour travailler le plus possible et permettre à chacun de se développer, de créer aussi un certain nombre de liens sociaux. On en a parlé dans un chapitre précédent, ça va être par exemple faire des unions entre les syndicats, s'assurer que les partis puissent avoir des contacts les uns avec les autres, trouver des points d'entente pour finalement travailler conjointement au niveau de l'Union. Les aides, elles sont très très importantes, elles peuvent être apportées à n'importe quel pays. Bien entendu, les plus développés payent plus que ceux qui sont en difficulté. Parfois, ça peut entraîner des crises. L'exemple typique, la crise économique grecque a bien montré finalement les différences entre les États, entre ceux qui étaient prêts à les aider, ceux qui étaient prêts à les aider contre de grosses contreparties, et ceux qui de toute façon refusaient d'apporter une aide, tout simplement. Au moment de la crise du Covid, même principe, certains États, l'Allemagne et les Pays-Bas en tête, refusaient finalement d'assurer une aide pour les pays endettés, les pays en difficulté, notamment du sud de l'Europe. Donc on voit bien qu'il y a encore du travail pour permettre à chacun, finalement, d'assurer une forme de cohésion, d'assurer une entente aussi bien économique, ce qui était la base, que culturelle, territoriale et même politique, pour permettre à chacun de se développer, de se sentir membre de cette Union européenne et d'en devenir un acteur actif. Je vous remercie de votre attention. Nous parlerons au prochain cours donc finalement de croquis pour synthétiser tout ça. C'est notre dernier croquis de l'année. Et ensuite, nous parlerons finalement du poids de la France au sein de l'Union et au sein finalement du monde. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.